Bonjour, donc je m'appelle Franck Calbled, je suis chirurgien orthopédiste pédiatre à Toulouse. Donc je voudrais remercier chaleureusement la filière Oscar de leur gentille invitation. Bien entendu, je n'ai ni le talent ni l'expérience du précédent orateur. J'ai pourtant pu partager cet enthousiasme vis-à-vis de ces pathologies de cette équipe médico-chirurgicale et je ne peux qu'abonder dans le sens de Georges Finidori quand il insiste sur l'importance de cette collaboration, mais également sur l'importance pour chaque acteur, le médecin et le chirurgien, que d'avoir une connaissance, une culture de la part opposée. Le médecin connaît quelques bases de chirurgie et le pédiatre et le chirurgien a des rudiments quand même de prise en charge médicale. Je partage aussi ses inquiétudes sur l'avenir, mais peut-être pas son optimisme quant à l'avenir de l'hôpital. Alors, je vais vous parler de l'allongement, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus spécifique hein, que son intervention, de l'allongement des membres inférieurs, et encore plus spécifiquement par un dispositif implantable motorisé. L'inégalité de longueur des membres inférieurs, elle génère une boiterie. Ce peut être une difficulté, voire une impossibilité à réaliser des activités physiques, voire pour des cas plus sévères, la marche, nécessitant un appareillage qui peut être lourd. La déviation de la colonne vertébrale qui est nécessaire à la rééquilibration du tronc et de l'extrémité céphalique peut générer des problèmes lombaires. Les causes sont extrêmement variables, on les différencie en congénitales et acquises. Congénitales incluant diverses pathologies, allant de l'agénésie à l'hypoplasie. Ces maladies-là atteignent l'intégralité des tissus des membres inférieurs, en particulier avec des problèmes articulaires qu'il faut savoir considérer quand on a un projet d'allongement. Les causes acquises, toutes les causes qui vont engendrer un traumatisme, une blessure du cartilage de croissance s'opposant à la poursuite de la croissance en longueur, les fractures, les décollements épiphysaires, les infections, mais aussi les tumeurs osseuses nécessitant des résections importantes. À droite, un exemple d'un enfant de 7 ans qui avait été frappé par une infection ostéo-articulaire de son genou droit, avec un arrêt de la croissance, vous voyez, de son fémur distal, et un pronostic d'inégalité qui était très important, dépassant 12 cm en fin de croissance. Alors la prise en charge d'une inégalité de longueur débute par le calcul du pronostic d'inégalité. Il faut, comme souvent en orthopédie pédiatrique, se projeter sur la fin de la croissance pour savoir ce qu'il va advenir de cette déformation et de cette différence de longueur. Historiquement, on a pour habitude d'envisager un allongement chirurgical osseux pour une différence qui dépasse 4 cm. On verra qu'avec les techniques modernes, on peut éventuellement abaisser ce seuil. Pour des différences plus modestes, on peut moduler la croissance, c'est-à-dire diminuer la croissance du côté long. Plusieurs techniques ont été décrites. Historiquement, c'est la technique par fixateur externe, et ensuite ont été introduits les clous centromédulaires. Le principe est de couper l'os, ça s'appelle une ostéotomie, de mettre en place l'implant, quel qu'il soit, et ensuite de distracter très progressivement, généralement de 1 mm par jour, les deux extrémités osseuses. En quelque sorte, on va faire croire qu'il s'agit d'une fracture chaque jour en distractant, en allongeant le cal osseux. Ce principe s'appelle le calotasis. Il a été, on l'attribue à Elizarov, à la fin des années 50, il utilisait son propre montage, qui était un fixateur externe circulaire, peu importe. Après cette distraction, s'ensuit une phase de consolidation, puisque le cal doit être minéralisé et doit se fortifier pour ensuite pouvoir supporter les contraintes. Cette phase nécessite, classiquement, 1 mois par centimètre que l'on a allongé. Donc on voit qu'on parle de programmes qui durent très souvent plus de 6 mois, voire une année. Il est fondamental en amont, mais également tout au long du traitement, de maintenir un dialogue, d'informer la famille et l'enfant. On parlait classiquement d'une consultation psychiatrique de manière à anticiper d'éventuels problèmes le long de cette périlleuse aventure. Alors le fixateur externe, vous en voyez des exemples.
avec des photos bien propres et un enfant qui n'a pas l'air très malheureux, que j'ai emprunté au service de Dallas. C'est pas tout le temps comme ça. Pourquoi? Parce que le fixateur externe a de nombreux inconvénients. L'infection, bien sûr, puisque le matériel est externe. Et donc, à l'endroit de la pénétration des fiches, il peut y avoir des infections pouvant nécessiter parfois de retirer le matériel de manière prématurée, ainsi générant des problèmes avec une déformation qui récidive, voire une fracture. On évoquait ce problème, en particulier avec les maladies osseuses constitutionnelles et un os qui est de qualité défaillante et qui est vulnérable. Bien sûr, la tolérance psychologique, les cicatrices et les problèmes articulaires, parce que le fixateur a tendance à enraidir les articulations adjacentes. Toutes ces complications avaient été colligées par le professeur Glorion avec l'expérience de M. Pouliken à Garches puis à Necker. 120% de complications, c'est-à-dire qu'un enfant allongé par un fixateur externe rencontre au moins une complication au cours du traitement. Le clou centromédulaire a ensuite été utilisé avec un avantage évident et particulièrement pour les maladies osseuses constitutionnelles, puisqu'on n'est pas pressé de retirer ce matériel et ainsi il peut agir en tant que tuteur pendant des mois, des années après le traitement. Les premiers implants avaient des mécanismes assez rudimentaires, en tout cas ils n'étaient pas motorisés et nécessitaient des mouvements un peu extrêmes de la jambe par rapport à la cuisse pour le patient, générant à la fois des douleurs mais également des difficultés à contrôler précisément l'allongement. Les complications de ces implants avaient bien sûr été colligées et rapportées. Alors le clou que nous utilisons à Toulouse a été inventé par des Allemands à la fin des années 90. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 implants qui ont été posés. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est assez peu, vu la période d'existence de ces implants. En fait, ceci est dû à une certaine politique du fabricant qui a des critères extrêmement restrictifs pour en autoriser l'utilisation par des chirurgiens. Chirurgiens qui sont organisés avec un réseau, ils échangent, ils se réunissent de manière annuelle. Cet implant, il peut être utilisé de manière antérograde ou rétrograde sur le fémur, c'est-à-dire implanté au niveau de la fesse ou au travers du genou. Peut-être également été utilisé sur les tibias, voire sur les membres supérieurs, sur l'humérus. Il permet un contrôle qui est précis, un allongement qui est beaucoup plus confortable pour le patient. La technique de pose est assez peu invasive. Et il est également possible, et c'est très important, de corriger des déformations associées. Donc voici le principe, on réalise l'ostéotomie, l'implant est télescopique, il se distracte automatiquement grâce à son moteur et ensuite l'os se fortifie jusqu'à la consolidation complète qui permet l'ablation de l'implant. Alors la technique est fondamentale, telle que décrite par l'inventeur Baumgart. Ça s'appelle la technique de planification inversée parce que on va débuter sur une radiographie en taille réelle de la position où on veut amener le membre, tant dans la correction de sa déformation que de l'allongement, et ensuite on va redescendre le long de l'axe du fémur, de l'axe anatomique, pour obtenir la position dans laquelle doit se trouver le membre lorsque le chirurgien quitte la salle d'opération. Alors vous voyez, ça c'est une capture d'écran d'un logiciel dont nous disposons maintenant sur les radiographies numérisées, mais autrefois ça se faisait avec des calques. Les instruments sont également spécifiques avec une technique qui permet de faire tous les gestes à travers un système de tubes, protégeant ainsi les articulations et évitant de faire des fausses routes. Je ne rentre pas dans des considérations trop techniques. Alors, on avait obtenu à Toulouse, à partir de 2010, par la commission des activités nouvelles, qui a disparu depuis, raison budgétaire, on avait été autorisé à opérer 10 patients, et ensuite cette activité avait pu être pérennisée, et les 26 premiers cas avaient été évalués à l'occasion d'une revue prospective. Vous voyez, les patients allaient de 15 à 53 ans, puisqu'au début j'avais étendu cette activité aux adultes. Les origines étaient assez variables et les allongements répartis, 15 au fémur et 11 au tibia. L'hospitalisation est assez courte, entre 2 et 8. L'allongement est débuté après une semaine en moyenne et l'enfant
n'est pas immobilisé et il peut appuyer d'emblée 20 kg sur le membre opéré. Il est fondamental, bien sûr, de faire de la kinésithérapie de manière quotidienne pour entretenir les mobilités des articulations. On avait revu ces patients 6 mois après l'ablation de l'implant. Ça me semblait fondamental, justement, pour pouvoir inclure d'éventuelles complications comme une fracture, une récidive de la déformation, alors que l'implant a été retiré. On a eu 3 cas d'inégalité résiduelle, mais toujours inférieure à 1 cm. L'index de consolidation qui correspond au nombre de jours nécessaires pour obtenir une consolidation complète pour 1 cm. 15% de complications que l'on peut comparer aux 120% des fixateurs externes. C'est assez important. Des complications que l'on peut grader en fonction de leur sévérité. La plupart du temps, elles se limitent à un retour au bloc opératoire pour réviser une vis ou replacer un élément. Aucune raideur, une douleur qui est restée toujours en phase d'allongement inférieure à 5 sur 10. Aucun problème lié à l'implant. Toutes les déformations dont la correction a été planifiée ont été effectuées et on n'en a induit aucune, ce qui est important parce que malheureusement ça peut arriver lorsqu'on allonge un os. Alors il s'agit de la première expérience française, on retient son faible taux de complications, ceci étant quand même modéré par un allongement qui était assez modeste, un allongement moyen à 4,5 cm, en parfait accord avec la littérature et nos collègues et amis de Bâle en Suisse. L'inconvénient, c'est le prix de l'implant. Eh oui, 13 000 €, ce qui met en péril cette activité actuellement au CHU de Toulouse. Je vais la semaine prochaine à une commission pour essayer de trouver des financements parce que cet implant n'est pas reconnu par la sécurité sociale et n'est donc pas remboursé comme les autres implants. Donc cette activité est imputée au budget des pôles au sein de l'hôpital. Donc le problème, c'est ce coût et cette disponibilité, une courbe d'apprentissage et un allongement qui est limité à 8 cm, mais c'est généralement le maximum que l'on puisse faire sur un programme d'allongement. Ces avantages sont très clairement la fiabilité, la précision, le confort du patient, puisque en fonction de la douleur, on peut légèrement diminuer ou augmenter la fréquence des séances d'allongement. Donc à Toulouse, maintenant, on a atteint les 100 allongements sur les 6 dernières années. On continue tant bien que mal. Donc je vous montre des exemples très rapidement. Un garçon de 17 ans qui présente un syndrome de Cornelia-de-Lange avec une inégalité de 4,5 cm, modeste, mais qui le dérange et l'oblige à apporter une compensation. Donc vous voyez l'implant ainsi disposé avec le petit récepteur sous-cutané qui est activé par une télécommande externe comme un téléphone portable. Il y a d'ailleurs maintenant une application qui permet de gérer, d'anticiper les complications, de donner des conduites à tenir, un peu à la manière de la très belle invention pour la radioprotection. Un autre patient de 14 ans qui présente un trouble de croissance au niveau de son tibia distal après un sepsis de cheville dans l'enfance avec une différence de longueur mais également une déformation un peu complexe de son membre inférieur. Voici la correction et l'aspect en fin d'allongement après l'ablation de l'implant qui a permis de rééquilibrer la cheville en faisant un allongement différentiel du tibia et de la fibula et un patient qui est heureux de pouvoir reprendre le foot. Nous sommes centre de référence pour les tumeurs osseuses à Toulouse et donc nous avons à reconstruire les patients après la fin de leur chimiothérapie adjuvante. Ici, un patient assez complexe d'un garçon qui avait présenté à l'âge de 6 ans un ostéosarcome qui avait nécessité la résection de la majeure partie de son fémur gauche. Il avait un pronostic d'inégalité à 16 cm. Nous avions pu obtenir la consolidation de son fémur, mais ce fémur était extrêmement court, donc l'industriel me permet de faire des clous un peu sur mesure en permettant de s'adapter à ces cas très particuliers. Et donc vous voyez ici l'allongement qui s'est fait dans ce qui lui restait de cartilage de croissance sur le tibia proximal, générant un meilleur calosseux avec un allongement qui a été de 14 cm en 2
programmes distincts. Un hypochondroplase, Georges a évoqué cette situation, l'allongement pour petite taille. Donc j'ai mis ici un exemple, 15 ans, 1,35 m, avec un génuvarum qui avait été, selon les recommandations, j'ai vu dans vos fiches, traité précédemment. Donc voici les implants au niveau des deux fémurs, avec un verrouillage, vous voyez, extrêmement haut, hein, au niveau de la tête fémorale pour la vis de verrouillage. L'aspect de profil, on sait que ces patients ne présentent aucun problème de consolidation osseuse, c'était le cas pour ce jeune homme. Les implants au niveau des tibias, avec, en fin d'intervention, en fin de programme plutôt, j'ai volontairement laissé la radio avec tous les implants, 14 cm gagnés en 2 ans, et pas de complications majeures, donc il était très content. Il peut faire un pâtissier. Je vous remercie de votre attention, et j'ai mis mon maître Jean Puget en photo parce qu'il m'a beaucoup soutenu dans cette activité. Très belles images radio. Alors je vais commencer. Ah ben voilà, Monsieur Finidori en a une. Gardera la question. Franck, je pense qu'il serait bien que tu dises un mot sur la manière dont vous pensez faire des allongements pour des personnes de petite taille, ce que vous avez fait, quelles sont vos indications, vos contre-indications. Très vite, si on a l'autorisation de... Donc j'en ai fait peu. Je reçois, de par la diffusion de cette activité, beaucoup de demandes d'allongement pour raisons cosmétiques, ce que bien sûr je me refuse à faire, puisqu'on a déjà du mal à avoir les implants pour opérer des patients pour lesquels ça nous semble justifié. Pour les petites tailles, il faut rendre service, c'est-à-dire que nous estimons que pour un patient de 1,10 m, on ne va pas changer sa vie si on l'amène à 1,20 m ou 1,25 m. Par contre, pour le patient que j'ai cité en exemple, de 1,35 m à 1,50 m, je pense que ça peut changer sa vie. Et donc voilà un petit peu très simplement comment on conçoit la question. Oui, dans l'axe. Philippe Orcel, la Riboisière. Comment dans ces allongements, surtout quand ils sont importants, vous contrôlez les risques vasculaires et surtout neurologiques liés à l'allongement? En fait, ils sont contrôlés par ce type d'implant qui est extrêmement fiable, c'est-à-dire qu'on a vu avec des clous mécaniques, notamment avec l'ISKD, puisque Zaga est encore là, des allongements intempestifs qui peuvent atteindre 5 cm en 15 jours avec les complications auxquelles vous faites référence, c'est-à-dire les complications neurologiques et aussi vasculaires. Avec cet implant qui est d'une grande fiabilité et qui permet vraiment d'avoir à la moitié de millimètre près ce que l'on souhaite, elles sont absentes pour ainsi dire, ces complications. Alors, il y a beaucoup d'autres questions, mais on va passer à la communication suivante. Une question rapide pour M. Finidori, parce qu'on est déjà en retard. Juste quand même pour dire que les allongements des personnes de petite taille, c'est une chirurgie qui est difficile, qui entraîne beaucoup de complications. Il y a des contre-indications qui sont majeures, qu'il faut respecter. C'est les patients qui ont des fragilités osseuses, qui ont des atteintes épiphysaires, qui ont des hyperlaxités ligamentaires. Et on a vu quand même beaucoup de patients gravement atteints, ou en tout cas perturbés par ces allongements quand ils ne sont pas faits très correctement et si on ne respecte pas les contre-indications. Et je crois que c'est un endroit où il faut le dire. Ouais, je pense que c'est très important que tu aies évoqué cet aspect-là, parce que ça fait partie, on doit le dire, des interventions en chirurgie orthopédique qui sont associées au plus grand risque. Et on a tous en mémoire des patients qui ont eu de véritables mutilations dans ce contexte-là. Merci beaucoup et on espère que vous allez pouvoir continuer à se développer.